Série sur un homme voulant se suicider suite au décès de sa femme d'un cancer. Spoiler, une deuxième saison est prévue. Finalement, il ne s'est pas donné la mort. Tout comme Jeffrey Epstein. Tais-toi, je sais que c'est ton ami, mais je m'en fiche. Est-ce que la vie des jeunes femmes mineures t'a importé au moment où tu t'es impliqué dans ce comportement? Pourquoi son affaire continue-t-elle de susciter la controverse encore aujourd'hui? Que sait-on concrètement de sa mort mystérieuse? Quelles sont les puissantes personnalités qui sont dans le viseur de la justice à cause de leur relation avec lui? C'est de cela que nous allons parler dans ce reportage, de cela et de bien d'autres choses. Pendant de longues années, il a été un puissant magnate de la finance, influent dans de nombreux domaines. De nombreux hommes politiques n'ont pas hésité à lui serrer la main, et pendant des décennies, des centaines d'institutions lui ont exprimé leur gratitude pour ses dons incommensurables. Sa vie sociale agitée l'a également amené à partager des nuits blanches avec les artistes et les entrepreneurs les plus reconnus. Il a su séduire tout le monde avec son charisme, son large sourire et un regard plein d'assurance et de fierté. Il n'a pas seulement su être l'homme de confiance des grands pontes, il a su se forger une réputation de philanthrope qui lui a valu plusieurs distinctions et éloges. Il y a même eu des professionnels qui l'ont qualifié de pionnier de la science, toujours prêt à investir dans les projets les plus innovants. Il a attiré l'attention de beaucoup, cependant, lorsqu'il a commencé à prôner l'idée d'améliorer la race humaine avec son acide désoxyribonucléique. On a découvert bien plus tard qu'il prévoyait de transformer son complexe au Nouveau-Mexique en un ranch de bébés où plus d'une vingtaine de femmes pourraient être inséminées par lui. Mais ceci ne serait pas ses seuls secrets. Il y a eu un moment clé en 2008, ce qui a fait que, soudainement, la majorité des contacts de son agenda bien rempli ont décidé d'effacer son numéro de téléphone. Ou bien ils ont fait disparaître les traces qui les liaient à sa personne. Moins d'une décennie plus tard, avec les accusations de pédophilie et de trafic de mineurs, les choses n'ont fait qu'empirer de plus en plus. Le 10 août 2019, il y a eu une grande agitation au centre correctionnel métropolitain de New York, et ce n'était pas pour rien. Il y a toujours un scandale lorsqu'un détenu est retrouvé mort dans sa cellule. Le scandale prend de l'ampleur lorsque le suicide n'est pas tout à fait clair, et qu'il comporte certains détails qui le rendent suspect. Tout devient encore plus scandaleux si ce suicide suspect concerne une personnalité publique. Et la réalité, c'est qu'à ce moment-là, Jeffrey Epstein était sur toutes les lèvres. Les médias ne cessèrent de révéler de grands détails scabreux de sa biographie, et les gens consommaient l'histoire avec un mélange d'indignation et de curiosité morbide. Lorsque la mort de l'homme a été rendue publique, les alarmes se sont déclenchées, et pas seulement chez les adeptes des théories du complot. De nombreux enquêteurs n'ont pas pu s'empêcher d'affirmer ce qui était évident. Ce décès arrivait à point nommé, à tel point qu'il était impossible de ne pas admettre qu'avec lui, une enquête s'effondrait, une enquête qui aurait pu envoyer beaucoup de gens derrière les barreaux. Des gens puissants, des gens qui sont élus pour occuper des fonctions publiques, des gens qui passent à la télévision tous les jours, des gens qui tirent les ficelles des marques, qui sont au sommet du sommet. Epstein ne risquait pas seulement jusqu'à 45 ans de prison, il allait aussi devoir faire face à un procès où il subirait des pressions pour dénoncer tous ceux qu'il avait favorisés pendant des années. Avec l'obscurité des affaires qu'il gérait en coulisses, le magnate de 66 ans a été retrouvé avec un drap enroulé autour du cou. Le verdict a été l'asphyxie. Le verdict a été confirmé par le médecin légiste et l'ex-procureur général qui dit avoir étudié le dossier. Des caméras de sécurité qui prouvaient clairement que personne n'était entré dans la cellule de l'homme d'affaires. Encore et encore, la version a été confirmée par tout le cercle de personnes liées à l'incident. Mais le récit a été remis en question, non seulement parce que cette mort était avantageuse pour les personnes potentiellement impliquées, mais aussi à cause d'une série de choses. L'un de ses avocats, Ray Wingarden, a déclaré qu'il avait connu Epstein et qu'il n'avait pas vu une personne désespérée ou abattue. Il a également soutenu que le corps de l'homme d'affaires présentait des hématomes et des coups, plus liés à une mort provoquée qu'à un suicide.
Les psychologues pénitentiaires ont également déclaré, sous serment, qu'Epstein était mentalement sain et qu'il ne semblait pas avoir de tendance autodestructrice. D'autre part, selon des documents du bureau des prisons consultés par The New York Times, l'homme s'était déclaré trop lâche pour envisager de se faire du mal à lui-même. Et il y a un autre facteur important dans toute cette affaire, un facteur vraiment important, un facteur qui peut servir à défendre n'importe laquelle de vos positions. Quelques semaines avant qu'on ne le retrouve sans vie, Epstein avait déjà dû être conduit à l'infirmerie de l'hôpital. Mais ne nous avançons pas. Pour mieux comprendre les détails de cette affaire et pourquoi Jeffrey Epstein avait tant d'ennemis, il est nécessaire de commencer par le début. Pauline et Seymour J. Epstein, tous deux juifs, se sont mariés en 1952 et à peine un an plus tard, alors qu'ils étaient installés à Brooklyn, ils ont eu un garçon qu'ils ont appelé Jeffrey Edward Epstein. Les Epstein étaient une famille plutôt modeste. Pauline travaillait comme assistante scolaire et femme au foyer, et Seymour s'occupait de l'entretien des espaces de loisirs à New York. Un titre un peu long et prétentieux pour annoncer qu'il était jardinier. Jeffrey et son petit frère ont grandi en passant beaucoup de temps dans la rue et en fréquentant des écoles publiques qui leur ont permis de côtoyer d'autres personnes, avec des enfants qui avaient vraiment beaucoup moins de chance qu'eux, et d'autres dont les parents avaient déjà réussi à faire le saut tant attendu qui les avait fait sortir de la classe moyenne. À cette époque, le petit Epstein montrait déjà ses capacités à bien s'entendre avec tout le monde. Il avait un don indéniable pour s'entendre avec n'importe qui. Il avait en lui une capacité innée de leadership et une claire tendance à la manipulation. Mais ce ne sont pas ces choses qui l'ont fait se démarquer dans ses premières années. À peine âgé de 5 ans, Jeffrey avait déjà appris à jouer du piano et tous ceux de son cercle intime lui prédisaient une carrière fructueuse entourée de portées et d'instruments. La prophétie semblait en voie de se réaliser lorsque, à 15 ans, l'adolescent s'est inscrit au National Music Camp. Là-bas, il s'est distingué, et quelques optimistes ont même dit qu'ils étaient face à un prodige. Cependant, quelque chose s'est produit à cette époque, et la vie consacrée à la musique que tous avaient imaginée pour lui. Soudain, tout s'est effondré, comme si cela n'avait jamais été qu'un mirage. À un peu moins de 20 ans, Jeffrey a décidé de se consacrer aux mathématiques. En 1974, il a quitté sa nouvelle université sans obtenir de diplôme. Aux yeux des autres, le jeune homme avait perdu sa voix, mais son visage impénétrable ne laissait rien paraître d'anormal. Jeffrey semblait avoir un plan, et tôt ou tard, il allait montrer clairement que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Malgré l'absence de diplômes ou de titres officiels, et peut-être uniquement grâce à son immense pouvoir de persuasion, Epstein a commencé à travailler en septembre 1974 comme professeur de physique et de mathématiques pour adolescents dans la prestigieuse Dalton School. Il y est resté pendant 2 ans, période durant laquelle personne ne lui a demandé d'explication. En 1976, il est parti. Des rumeurs évoquent des relations inappropriées qu'il aurait eues avec des étudiantes. D'autres assurent qu'il a été obligé de partir par crainte qu'on découvre qu'il n'était pas qualifié pour enseigner. D'une manière ou d'une autre, Jeffrey a rejoint Bear Stearns en tant qu'assistant junior de bas niveau d'un opérateur de parquet. Bear Stearns. C'était une banque d'investissement mondiale qui est restée active jusqu'en 2008 lorsque la crise financière l'a fait être absorbée par d'autres banques. Jeffrey ne s'est pas seulement senti à l'aise avec son nouveau travail, il n'a pas tardé à démontrer qu'il était né pour ce genre d'affaires. Son ascension a été fulgurante et, du jour au lendemain, il s'est retrouvé à conseiller les clients les plus riches. Même ses supérieurs ont été surpris de voir sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Ils n'ont pas non plus manqué de remarquer la facilité qu'avait Jeffrey à se faire apprécier de personnes habituellement paranoïaques et méfiantes. Son travail a été si impressionnant que seulement 4 ans après avoir rejoint Bear Stearns, il a été nommé associé du cabinet. Et ce n'était que le début. Au sommet de sa carrière, une situation non clarifiée l'a forcé à changer de travail à nouveau. La différence, c'est que cette fois, Epstein savait déjà quel était son chemin. Son ambition l'a mené à Wall Street. Et encore une fois, il n'a pas hésité à parler d'égal à égal avec des personnes dont les sommes d'argent comportaient de nombreux zéros. On ne connaît pas grand-chose des méthodes d'Epstein, mais on sait que plus d'une fois, sa conduite morale l'a mis dans une situation très délicate.
Il est devenu habile à se faufiler hors des problèmes, tout en perfectionnant son audace déjà impressionnante pour convaincre les autres de faire ce qu'il disait. Pour certains, il était presque un magicien, d'autres le voyaient comme quelqu'un de trop peu scrupuleux. Il est probable qu'il ait été un peu de tout cela, mais par-dessus tout, il était efficace et tout le monde finissait par être charmé par lui. L'une de ses consultantes s'est consacrée exclusivement à des clients dont la fortune dépassait le milliard de dollars. En prenant en charge la fortune de l'ancien Wexner, il a consolidé sa réputation. Wexner était propriétaire d'une entreprise qui en contenait d'autres de grande envergure en son sein. Jusqu'à l'arrivée d'Epstein dans sa vie, l'homme se laissait rarement conseiller. Ensuite, tout allait changer. Epstein était si impliqué dans les affaires de Wexner qu'on le surnommait le petit ami du grand homme d'affaires. Leur collaboration a duré jusqu'en 2008. Cette année-là, une première plainte allait s'abattre sur Epstein, faisant vaciller son empire. Et c'est vers cet événement que nous nous dirigeons. Mais avant cela, il est important de mentionner une autre caractéristique de Jeffrey. Il était très doué pour organiser des fêtes. Jeffrey Epstein a commencé à fréquenter de plus en plus assidûment différents cercles de personnes puissantes et influentes. Il avait l'habitude de se vanter de ses maisons, de son manoir et de son domaine, mais quand il voulait vraiment impressionner quelqu'un, il lui parlait de son île. Oui, Jeffrey avait sa propre île. Il aimait l'appeler Little Saint Chef et c'était un paradis privé. De 75 acres dans les îles Vierges des États-Unis. Les îles Vierges ont été achetées au Danemark par le gouvernement des États-Unis au plus fort de la Première Guerre mondiale, afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées comme base de sous-marins allemands. Aujourd'hui, c'est un double paradis grâce à ses palmiers et ses récifs, et aussi grâce à son statut fiscal qui permet aux grands investisseurs d'y transférer leur argent en évitant de lourds impôts. Sans aller plus loin, Epstein a acheté l'île en 1998 et y a établi ses sociétés fantômes. En résumé, en s'installant aux îles Vierges, Epstein a pu réduire les impôts fédéraux sur le revenu de 90%. Pas besoin d'être un génie en maths pour savoir que son affaire était parfaite. À partir de 2007, Epstein a lancé un vaste programme de construction et de rénovation qui a suscité les soupçons des responsables locaux. En quelques mois, le bâtiment principal a presque doublé de taille. Les photos satellites montrent un vaste réseau de terrasses, de cabanes, de maisons de plage, de piscines, de quais, de bâtiments de services publics, un héliport, un court de tennis, des gradins, une sorte de lac et plusieurs cabanes. À l'autre extrémité du manoir d'Epstein, il y a une structure carrée avec des rayures bleues et blanches, souvent appelée temple, entourée d'une terrasse avec un motif de labyrinthe rouge. Auparavant, elle avait un dôme doré et 2 statues en or sur son toit, qui, selon les rapports, ont été arrachées par l'ouragan Maria. Mais était-ce un endroit où Epstein méditait? Allait-il jusque-là pour réaliser des rituels comme beaucoup le croyaient et l'affirmaient? Vénérait-il peut-être une étrange divinité? Eh bien, la vérité, c'est qu'on n'a jamais vraiment pu prouver ce qui s'y passait. Oui, on sait que sur l'île, l'homme organisait de somptueuses fêtes auxquelles participaient d'importants hommes politiques. Des présidents directeurs généraux des plus grandes entreprises, des acteurs, actrices, mannequins et diverses célébrités. Pour les paparazzi, réussir à obtenir une photo de ces célébrations démesurées était considéré comme l'équivalent de trouver le Saint Graal. C'était aussi synonyme de danger. Il était bien connu que franchir la clôture qu'Epstein avait érigée autour de sa propriété et de sa vie privée n'était pas un chemin que l'on pouvait emprunter sans courir un grand risque. Personne ne savait vraiment ce qui se passait sur cette île, mais il y avait une aura de secret qui ne faisait qu'alimenter les pires soupçons. Ces personnes se protégeaient-elles du regard des autres pour préserver leur propre intimité? Ou bien y avait-il autre chose? Nous allons enquêter sur la terrible réponse à cette question dans seulement quelques minutes. Cependant, avant d'arriver au point culminant, nous devons finir d'évaluer le pouvoir d'Epstein. Et pour cela, rien de mieux que de souligner un fait non négligeable. L'homme d'affaires finançait également plusieurs médias qui se consacraient à couvrir des événements culturels et artistiques. Qu'est-ce que nous voulons souligner avec cela? Epstein était un faiseur d'opinion et promettait aux jeunes talents une place au sommet s'ils apparaissaient dans ses magazines.
Pour le dire autrement, Epstein était un facilitateur de célébrités. Mais qu'est-ce qu'une personne qui avait déjà tout demandé en échange? Eh bien, rien. Ou du moins, rien directement. Epstein avait une conseillère qui était chargée de conclure les sinistres accords pour lui. Elle s'appelle Ghislaine Maxwell, et c'est le deuxième monstre que nous devons connaître pour comprendre pleinement cette histoire. Ghislaine est née à Noël 1961 et elle a toujours eu une vie confortable sur le plan économique. Sa famille vivait dans un grand château à Oxford qui comptait pas moins de 53 pièces. Tout cela grâce à l'habileté en affaires de Robert, le père de Ghislaine. Pour illustrer cela, il suffit de dire que le manoir dans lequel ils passèrent leur journée avait été acquis à un prix dérisoire. Étant donné que l'endroit avait un intérêt historique pour la ville, aucune opportunité n'échappait à Robert. L'homme était né dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Il s'était distingué pendant la guerre et après avoir été éditeur et membre du Parlement britannique, il s'est imposé comme magnate des médias. Il a ainsi réussi à avoir une grande influence sur la vie sociale européenne. La naissance de sa première fille a été un tournant décisif dans sa vie, pour plusieurs raisons. 3 mois après sa naissance, Ghislain, un autre fils de Robert, âgé de 15 ans, a eu un grave accident de voiture et est resté 7 ans dans le coma jusqu'au jour de sa mort. La situation a fait que Robert a commencé à porter toute son attention sur la nouvelle-née, qui avec le temps deviendrait la préférée de papa. Ce qui ne l'a pas empêché, soit dit en passant, de subir les abus verbaux et physiques que l'homme infligeait à son entourage le plus proche. Robert, en plus d'être doué pour les affaires, avait un caractère assez agressif. Ghislaine est allée à l'école la plus exclusive d'Angleterre, puis à l'université d'Oxford. Elle a étudié la littérature et l'histoire moderne, faisant toujours preuve d'une grande intelligence. Elle n'a pas manqué de médailles et n'a pas tardé à se faire un nom lors des grands événements actuels. Elle était une personnalité publique au caractère décontracté et rafraîchissant. On disait que Robert avait usé de ses relations et organisé des soirées pour qu'elle rencontre l'un des Kennedy, qu'il envisageait comme futur gendre. Cependant, la jeune fille s'est tournée vers d'autres intérêts amoureux. Pendant un certain temps, elle est sortie avec le comte Gianfranco Ciconia, un aristocrate qui, comme elle, appréciait les longues soirées arrosées de champagne. Après la fin de cette relation, elle a décidé de se concentrer sur sa propre croissance professionnelle. Son père avait acheté en 1991 le New York Daily News et elle a été envoyée à Manhattan pour diriger le projet. Les choses ne se passaient pas mal pour elle à ce poste, elle avait des compétences et c'était une femme qui savait se faire respecter, mais un événement a tout bouleversé. Le 5 novembre 1991. Robert Maxwell a disparu du pont de son yacht alors qu'il naviguait près des îles Canaries. Peu après, il a été retrouvé sans vie dans l'eau. La mort de Robert Maxwell est restée entourée de mystères. Ghislaine a toujours affirmé que son père avait été assassiné, contrairement à ses frères et sœurs qui n'y ont jamais cru. Pour eux, il s'agissait d'un suicide ou d'un accident. L'important, c'est qu'après la mort de Maxwell, on a découvert que le magnate avait orchestré toute une fraude pour gonfler la valeur de ses actifs et ne pas remplir ses obligations fiscales. Du jour au lendemain, les dettes sont devenues énormes et le doigt accusateur de la justice s'est tourné vers la famille privilégiée. En voyant que 2 de ses frères étaient arrêtés, Ghislaine a décidé de déménager loin. Ainsi, elle s'est définitivement installée aux États-Unis. Dans le pays du Nord, elle a travaillé comme agente immobilière et a gardé un profil bas, du moins pendant quelques mois. Ensuite, sans que personne parmi ses nouveaux contacts ne s'y attende, elle est passée de vivre dans un appartement à vivre dans un manoir de 5 étages estimé à 15 millions de dollars. Immédiatement, elle est redevenue le centre d'attention des cocktails organisés dans les immeubles les plus huppés de Manhattan. Et son prestige est revenu au sommet, que la mort de son père l'avait obligée à abandonner. Et comment a-t-elle réussi à se remettre aussi rapidement? La réponse tient en 2 mots. Jeffrey Epstein, oui. Ghislaine a eu une longue relation amoureuse avec l'homme d'affaires, qui a été photographié. Leur lien romantique s'est rapidement dissous. Cependant, à ce moment-là, elle comme lui avaient découvert qu'ils formaient un bon duo, alors ils sont restés partenaires. Progressivement, Ghislaine est devenue assistante, confidente, directrice générale, c'était elle qui réglait les problèmes et facilitait les solutions lorsque les situations se compliquaient.
Elle organisait aussi les maisons d'Epstein et le personnel. À chaque nouvel employé, elle remettait un manuel de 58 pages avec des instructions sur la façon dont ils devaient se comporter et elle leur faisait signer un accord de confidentialité. Et comme si tout cela ne suffisait pas, c'était aussi elle qui amenait les jeunes filles mineures chez Epstein. En 2005, une femme a appelé la police de Palm Beach pour porter une accusation grave. Elle a dénoncé que sa belle-fille, âgée de 14 ans, avait reçu 300 $ pour donner un massage à un homme d'environ 50 ans dans un grand manoir. La police a enregistré l'affaire. Selon le témoignage, la mineure avait été obligée de se déshabiller et avait reçu une proposition à caractère sexuel. Lorsque les agents ont demandé l'adresse du domicile où l'abus avait eu lieu, ils sont restés stupéfaits. Cette adresse était connue de tous. C'était l'adresse de la plus grande maison que l'on puisse voir dans le quartier et dans de nombreux quartiers aux alentours. C'était la maison du multimilliardaire Jeffrey Epstein. Sachant qu'une personne comme Epstein disposait d'un grand groupe d'avocats, probablement les meilleurs du pays, on a donc agi avec prudence pour que le suspect, s'il était coupable, ne trouve pas un moyen rapide de s'en sortir. Après une enquête de plusieurs mois, avec témoignages et surveillance des allées et venues de la maison, les preuves ont été rassemblées. Un travail d'espionnage minutieux a été effectué, les ordures ont été fouillées et des surveillants ont été postés 24 heures sur 24. Les résultats, un véritable cauchemar. Ils n'ont pas tardé à découvrir que ce qui avait été dénoncé n'était que la partie émergée de l'iceberg. La maison d'Epstein était constamment visitée par des adolescentes. Quand l'une sortait, une autre entrait. Le mode opératoire était toujours le même. Les filles étaient amenées sur place avec la promesse qu'elles recevraient de l'argent pour faire des massages à Epstein. Au milieu de la séance, l'homme proposait de doubler la somme en échange d'un rapport intime. Il est nécessaire de préciser qu'Epstein était conscient tout le temps que la majorité des filles qui entraient chez lui étaient à mineurs et que beaucoup d'entre elles venaient de familles modestes. Après avoir eu des relations avec les filles, il leur offrait plus d'argent pour qu'elles amènent une nouvelle victime, perpétuant ainsi une chaîne de soumission atroce. En enquêtant sur la situation, la police a découvert qu'Epstein avait déjà été reconnu coupable d'avoir payé des mineurs pour lui faire des massages dans son manoir de Palm Beach. Ils avaient des preuves, des témoignages de plus de 40 filles et un long historique d'antécédents. Epstein était complètement acculé. Il ne comptait pas, bien sûr, sur le fait que l'argent peut non seulement acheter de bons avocats, mais aussi directement l'impunité. Face à des preuves irréfutables, un juge a délivré un mandat de perquisition pour la maison d'Epstein. Grâce aux récits, particulièrement concordants, des victimes, ils avaient une idée approximative de la disposition des lieux. Ils savaient où aller chercher les preuves incriminantes. Contrairement à leurs attentes, leur présence n'a alarmé personne et leur entrée dans la maison n'a pas été contestée. Là aussi, contrairement à ce qu'ils attendaient, ils n'y ont rien trouvé, absolument rien. Tellement que l'affaire est rapidement devenue suspecte. Dans la propriété, les ordinateurs manquaient, les vidéos de surveillance effacées. Propreté dans chaque recoin. Les officiers ont aussitôt rendu leur verdict. Quelqu'un de l'intérieur avait prévenu Epstein de la perquisition et il s'était chargé d'effacer toutes les traces. Malgré des raisons de croire à cette hypothèse, le procureur a choisi de ne pas poursuivre l'enquête. Tous ces mois d'enquête avaient-ils été vains ? L'idée a mis en colère le chef de la police de Palm Beach, qui a décidé de doubler la mise et a présenté tout ce qui avait été recueilli jusqu'à présent au FBI. Le FBI s'est impliqué dans l'affaire et a même réussi à relancer des plaintes vieilles de plus de 7 ans. Face à cela, Epstein a usé de son pouvoir de coercition et s'est chargé de démontrer que son équipe n'avait peur de rien ni de personne. Des enquêteurs et des lanceurs d'alerte ont été victimes de chantage ou se sont retrouvés dans des situations inconfortables qui pouvaient facilement être interprétées comme des menaces subtiles. Malgré tout, le désir de justice a poussé la partie plaignante à rester ferme sur sa position selon laquelle l'affaire méritait d'être portée devant la justice. Ils ont même réussi à obtenir le soutien d'une partie de la presse qui a relayé ce qui se passait. Et cette fois, Jeffrey n'avait nulle part où fuir, et les voix de plus de 3 douzaines de victimes allaient enfin être entendues. Mais alors, l'impensable ? Alexandre Acosta, procureur général de Floride, a permis à Epstein de conclure un accord très particulier.
On est même allé jusqu'à dire que dans l'histoire du système judiciaire américain, jamais aucun accusé n'avait obtenu un accord aussi avantageux. Epstein a plaidé coupable pour le chef d'accusation de sollicitation de prostitution et il est passé de risquer la prison à perpétuité à négocier une peine de 18 mois de prison. Parallèlement, il s'est engagé à s'inscrire de son plein gré au registre des délinquants sexuels et à signer des accords privés et confidentiels prévoyant des dédommagements financiers avec certaines victimes. Ses complices ont également bénéficié de l'immunité, avec une extension controversée, couvrant ceux qui sont mentionnés dans l'affaire ainsi que ceux qui restent encore inconnus. Acosta, très critiqué, a admis plus tard avoir proposé un accord clément de reconnaissance de culpabilité. Parce qu'on lui a dit qu'Epstein appartenait au service de renseignement et qu'il était au-dessus de son niveau de rémunération. Les victimes se sont retrouvées avec la maigre consolation que, au moins, le magnate passerait 1 an et demi en prison, mais il s'est avéré que même cela n'a pas été respecté. À partir du 3e mois d'emprisonnement, Epstein a obtenu le privilège de pouvoir sortir travailler dans ses luxueux bureaux pendant 12 heures, 6 jours par semaine. Il logeait dans un pavillon isolé, avec une salle pour regarder la télé. Les visites entraient sans restriction. Au 13e mois, il a été libéré pour bonne conduite, et on lui a annoncé qu'il devrait passer 1 an en résidence surveillée. Déjà à ce moment-là, cela n'a surpris personne qu'il passe cette année à voyager à travers le monde, sans même se cacher, montrant ainsi clairement son pouvoir de mettre la justice à ses pieds. Le 18 juin 2010, l'ancien intendant de la maison d'Epstein, Alfredo Rodriguez, a été condamné à 18 mois de prison après avoir été reconnu coupable d'un chef d'entrave à la justice, pour ne pas avoir remis à la police un journal détaillant l'histoire d'Epstein. Le FBI a examiné le matériel et a convenu qu'il s'agissait d'informations qui auraient été extrêmement utiles pour enquêter et poursuivre l'affaire, y compris les noms et les coordonnées de témoins, de documents et de victimes supplémentaires. Après cela, Epstein n'a pas été condamné socialement. Personne dans son entourage ne s'est éloigné de lui, et seuls quelques-uns se sont montrés prudents quant à communiquer avec cet homme. Les fêtes ont repris sur son île privée, et l'homme d'affaires affichait un sourire devant chaque caméra de télévision qu'il croisait sur son chemin. La plupart des journalistes, au lieu de relayer cet épisode qui révélait de façon flagrante une performance honteuse de la justice, ils ont préféré recommencer à parler des vêtements que portait l'homme ou des femmes avec lesquelles il s'affichait. Systématiquement, toutes les familles qui demandaient que l'homme soit emprisonné ont été ignorées jusqu'à ce que plus personne n'entende parler d'elle. Pendant presque une décennie, l'impunité l'a emporté. Cependant, dans l'ombre, un groupe de personnes a continué à recueillir des informations. Et ce qu'ils ont découvert ne leur a pas seulement servi à reprendre la lutte contre cet être apparemment intouchable, mais cela les a aussi laissés stupéfaits. Epstein était-il encore pire que ce qu'il s'avère déjà? Oui, bien pire. Le 6 juillet 2019, Epstein a été arrêté à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, pour des accusations de trafic sexuel. Oui, on a découvert qu'il n'abusait pas seulement de mineurs, mais qu'il les mettait aussi à disposition d'autres individus aussi sombres que lui. Il a été prouvé que lors de sa célèbre fête, les jeunes filles mineures défilaient dans les bras des invités. Cela a éclairé un autre grand mystère qui avait intrigué tout le monde pendant des années. Comment Epstein parvenait-il à ce que même les hommes d'affaires les plus stricts soient impatients de travailler avec lui? Voilà la réponse. Il avait offert des services spéciaux à tout le monde. Il s'était servi de la perversion des autres pour se placer au centre du pouvoir. Il était le maître de tous les secrets, le prédateur qui nourrissait les autres prédateurs. Ce n'était pas du respect, tout le monde le craignait. Epstein en savait trop. Selon des études et des sources, le jour de son arrestation, une douzaine d'agents du FBI ont forcé la porte de sa maison à Manhattan. Là, ils ont trouvé des centaines, voire des milliers de photos sexuellement suggestives de femmes nues, totalement ou partiellement. Certaines des photos ont été confirmées comme étant celles de femmes mineures. Dans un coffre-fort fermé, ils ont trouvé des disques compacts remplis de matériel érotique et des vidéos qui impliquaient d'autres personnes de l'élite. Les vidéos qu'ils utilisaient pour le chantage. On a également trouvé dans le coffre un passeport autrichien frauduleux, expiré en 1987, qui portait la photo d'Epstein. Mais un autre nom. Le passeport comportait de nombreux tampons d'entrée et de sortie et indiquait son lieu de résidence comme étant l'Arabie Saoudite. D'après ses avocats, on avait conseillé à Epstein d'obtenir le passeport, parce qu'en tant que membre fortuné de la foi juive, il courait le risque d'être enlevé lorsqu'il voyageait à l'étranger.
Les nouvelles preuves recueillies ont conduit à son incarcération au Metropolitan Correctional Center de New York. Bien qu'il ait proposé une caution de 600 millions de dollars, cette fois, le juge est resté incorruptible. Epstein avait enfin été capturé. L'homme a passé la plupart de son temps en prison dans une salle de conférence avec son avocat et parfois des psychologues. Là, il a partagé des conseils avec ses interlocuteurs sur la façon d'investir et a mentionné son intérêt pour la physique et les mathématiques. Une semaine après son arrestation, il a été découvert battu et inconscient dans sa cellule. Les versions se sont croisées. Certains ont dit qu'il s'agissait d'une tentative de suicide ratée, d'autres ont parlé d'une attaque de son compagnon de cellule, un ancien policier accusé de 4 homicides. Il a été placé sous surveillance et des mesures ont été prises pour qu'un incident similaire ne se reproduise pas. Bien qu'il devait être surveillé en permanence, la nuit du 10 août 2019, il n'y avait personne près de lui. Cet après-midi-là, il a demandé à téléphoner à sa mère, mais il a en fait appelé sa petite amie. Ensuite, il est retourné dans sa cellule pour ne plus jamais en sortir. Quelques heures plus tard, il a été retrouvé pendu. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. La mort d'Epstein a déclenché une vague de spéculation qui ne tarda pas à se répandre sur Internet. La nouvelle a été brandie comme un étendard par le mouvement conspirationniste QAnon, de plus en plus influent. Ce mouvement croit qu'une cabale composée de membres de l'élite démocrate et des médias conspire pour nuire aux enfants. Le président Trump s'est joint à ces déclarations, liant la mort à Bill Clinton qui avait voyagé dans le jet privé d'Epstein. Comme de nombreuses autres personnalités politiques et du monde du divertissement l'ont fait. Ce qui est ironique, c'est que Trump lui-même a également été dans cet avion à plus d'une occasion. Les choses ne se sont pas calmées lorsqu'il a été confirmé que les 2 caméras de sécurité pointant vers la porte de la cellule d'Epstein ne fonctionnaient pas. Le jour de sa mort, la question s'est répandue. Qui aurait pu vouloir tuer Epstein? Simple, beaucoup de personnes et l'une plus puissante que l'autre. La justice poursuit Ghislaine Maxwell. La jeune femme a été en cavale pendant des mois avant d'être retrouvée dans un manoir près de New York. Elle a été jugée et condamnée à 20 ans de prison. Il a été prouvé qu'elle recrutait les mineurs pour qu'Epstein abuse d'elle. Lors d'une interview, Maxwell a déclaré être constamment maltraitée et ne pas avoir reçu les informations essentielles pour son procès. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle considère que son incarcération est anticonstitutionnelle et sert de couverture pour tenter de clore une affaire qui sent toujours le pourri. 2 jours avant sa mort, Epstein avait rédigé son testament. Il y déclarait un patrimoine de 600 millions de dollars. C'est sur cette fiducie que les victimes agissent actuellement pour obtenir leurs indemnisations. Epstein avait exprimé le souhait de faire préserver sa tête et son pénis après sa mort. Ce souhait n'a pas été exaucé. Acosta, le procureur qui a conclu avec Epstein l'infâme accord qui l'a libéré de prison, travaillait comme secrétaire au travail de Donald Trump en 2019. Lorsque la mort de l'homme d'affaires a ravivé tous les scandales dans lesquels il avait été impliqué, il a démissionné de son poste et a tenté de s'éloigner du regard du public. Le prince André, l'un de ceux accusés d'avoir profité du réseau de traite et de pédophilie d'Epstein, a dû répondre aux accusations, même si ses explications n'ont convaincu personne. Son image publique s'est détériorée et la justice continue d'enquêter. Jean-Luc Brunel, homme d'affaires français et fondateur d'une grande agence de mannequins, a été arrêté et accusé de complicité dans les crimes attribués à Epstein. L'homme a également été retrouvé mort dans sa cellule parisienne, et les causes du décès font toujours l'objet d'une enquête. On estime qu'après tant de perquisitions et d'enquêtes, la justice devrait avoir plus de certitude sur les personnes qui avaient sollicité Epstein pour obtenir des mineurs. Mais, mystérieusement ou non, cette liste reste cachée. Dans cette affaire, il est clair qu'il reste encore de nombreux secrets à découvrir. Et beaucoup de gens prêts à faire en sorte que cela n'arrive pas. Et c'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui sur Jeffrey Epstein. J'espère que cela vous a intéressé. Si ce que nous avons raconté vous a plu, nous vous demandons, s'il vous plaît, de laisser un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer les notifications. Je vous rappelle qu'il y a une version pour les membres, accessible en cliquant sur Rejoindre ci-dessous, en choisissant l'abonnement 2, puis dans l'onglet Communauté. Ainsi, votre nom apparaîtra ici sur le côté.
C'est grâce à tous ces membres que nous pouvons réaliser ce type de vidéos, qui sont très souvent démonétisées et cachées dans les recommandations par YouTube. Je vous invite à laisser votre commentaire ci-dessous, avec des suggestions pour de futures vidéos potentielles. Je vous laisse quelques vidéos pour poursuivre votre marathon. Sur ce, au revoir. Je suis Magnus Mephisto, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.